Donc, pour les panélistes à venir, nous leur avons confié la tâche de réfléchir à notre souveraineté numérique culturelle face à la domination des géants du numérique. Comment continuer à exister avec nos propres spécificités? Quelles politiques sont mises en place chez nous et qu'est-ce qu'il reste à faire pour prévenir la précarisation de certains métiers du secteur culturel? Là, je vois que ça bouge beaucoup dans la salle. Merci, merci. On va pouvoir donc... les photos. Est-ce qu'ils sont prêts à monter sur scène, nos prochains panélistes? J'attends la fin de la photo. Parfait. Donc, pour animer ces échanges, j'invite le directeur général de la Sartec, Laurent Dubois. Il sera accompagné comme panéliste. On peut l'applaudir d'abord, il va pouvoir monter sur scène. Venez nous rejoindre, vous pouvez prendre place. Donc, il sera accompagné de Destiny Chehouali, professeur de communication internationale à l'UQAM, co-titulaire de la chaire de recherche du Québec sur l'IA et le numérique francophone. Venez nous rejoindre. Également, Kelly Willem, experte conseil et chef du Centre de politique culturelle à l'École universitaire d'art et de design de l'Ontario. Et finalement, Simon Brault, que vous connaissez bien, membre de l'Ordre du Canada, officier de l'Ordre national du Québec, auteur et conférencier. Je vous cède la parole. Coucou. Est-ce que ça va bien, Montréal? C'est comme ça qu'on dit. Dernier panel de la journée. Pas des moindres. On a gardé un sujet un petit peu sensible pour la fin. Donc, j'avais prévu vos bios, mais je vois que vous avez été présentés. Donc, s'il y a besoin, je ferai des compléments. Puis j'imagine que beaucoup d'entre vous vous connaissent déjà. Juste peut-être se rappeler quel est notre mandat. À tous les quatre, mais surtout à vous trois, dans le fond, au travers de ce panel, c'est de réfléchir un peu à la question de notre souveraineté numérique et de notre souveraineté culturelle. Donc, c'est sûr que je vais entrer dans le vif du sujet avec cette question-là juste après, mais c'est aussi de regarder ensemble, politiquement, de quel cadre on a besoin, de quel type de politique, de quel type d'action on a besoin. Est-ce que ça se joue ici? Est-ce que ça se joue en province, au fédéral, à l'international? Et d'essayer d'avoir une vue de votre expertise sur cette question-là. Merci à tous les trois, Kelly, Destiny, Simon, merci d'être avec nous. Je suis très heureux et fier d'animer ce panel. Et je voudrais commencer peut-être avec Destiny pour avoir un peu ta définition de souveraineté numérique et souveraineté culturelle. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une nuance? Est-ce que les deux se rejoignent? Alors, toute une question pour commencer, mais c'est effectivement important de savoir de quoi on parle quand on utilise ces qualificatifs-là, numérique, culturel, pour accompagner la notion même de souveraineté. Et effectivement, il y a des nuances dans ces deux types de souveraineté qui aujourd'hui convergent par la force des choses. D'abord, la souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté numérique? C'est simplement la capacité d'agir de nos États en élaborant des règles et en les faisant respecter dans cet environnement numérique. D'aucuns appelleront ça le cyberespace. Et donc d'obliger en fait les acteurs de ce monde numérique à se soumettre à un certain nombre de règles. L'enjeu de souveraineté numérique met en exergue justement les difficultés qu'ont actuellement nos États à faire prévaloir leur capacité régalienne, leur capacité à réguler, à légiférer dans un environnement transnational avec des acteurs aussi qui sont devenus transnationaux et qui en plus sont super puissants, on l'avance technologique, on la puissance économique et même maintenant véhiculent aussi des fois une idéologie culturelle. Alors, cela dit, vous allez voir un peu le lien avec la souveraineté culturelle. Elle n'est pas si loin parce que la souveraineté culturelle, elle réfère d'abord à ce droit que nous avons en tant que peuple, et les droits des États, des nations, à aussi élaborer des règles de manière souveraine pour défendre, promouvoir, faire valoir aussi, mettre en valeur leur culture, leurs arts, leurs œuvres. Et aujourd'hui, définitivement, notre souveraineté culturelle est en péril parce que nous nous rendons compte à quel point notre souveraineté numérique est fragilisée aussi. Ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a eu cette tribune dans les affaires au mois de mars qui disait « La souveraineté numérique du Canada n'existe pas ». Parce qu'on se rend compte tout simplement, tout subitement, que la plupart de notre trafic Internet transite par les États-Unis, par les grands hubs d'interconnexion mondiale. Nos infrastructures de données, et notamment nos données culturelles,
sont toutes stockées, hébergées sur des serveurs aux États-Unis. On parle de près de 70%, par exemple, des 250 sites web les plus populaires, les plus visités au Canada, qui sont hébergés aux États-Unis. Et tous nos sites web, la plupart en tout cas, qui ont un .ca, je ne parle même pas du .Québec, là, mais ils sont hébergés aux États-Unis. Et une fois que ça transite par les États-Unis ont tout droit de contrôle et d'accès à ces données. Et donc, quand on parle de souveraineté culturelle, on doit non pas simplement se préoccuper de ce qui se passe avec les tuyaux, les infrastructures, mais de ce qui transite à l'intérieur de ces tuyaux et comment nous faisons pour faire en sorte que les acteurs de l'environnement numérique, les géants du numérique et de l'IA, puissent justement tenir compte de nos spécificités culturelles et linguistiques dans cet environnement-là. Merci Destiny, ça met bien la table pour cette conversation. Simon, on vous doit beaucoup là, dans le milieu culturel. Je ne vais pas refaire l'ensemble de votre CV, mais je sais que vous connaissez tous les maillages, tous les maillons, mais Kelly aussi. Est-ce que dans le manifeste, on a raison de dire qu'on est inquiet pour la souveraineté culturelle du Québec, mais aussi celle du Canada? Est-ce que, au regard de la définition qu'on vient d'entendre de Destiny, est-ce que c'est une vraie menace? Puis à quoi ça peut ressembler si on perd notre souveraineté culturelle? Moi, je pense que c'est une vraie menace. Quand j'ai fini de travailler au Conseil des arts du Canada, j'ai passé un an à travailler sur un livre et quand j'ai écrit le chapitre quand j'allais écrire le chapitre sur l'intelligence artificielle, j'ai beaucoup lu, fait beaucoup de recherches, puis j'ai retenu 2 citations, puis je veux les citer parce que ça va expliquer un peu ma position. La première, c'est une grande chercheuse en intelligence artificielle qui s'appelle Esther Vertes, qui disait ceci. « Actuellement, on utilise l'intelligence artificielle en art. Mais quel est le problème à régler en art? On a besoin d'intelligence artificielle pour essayer de réduire les inégalités sociales, pour essayer d'installer la paix, de régler les problèmes environnementaux. Mais en art, qu'est-ce qu'on cherche à régler comme problème? » Et la deuxième citation que je trouvais vraiment intéressante, c'est un mathématicien, Gaudat, qui écrit « Nous ne vivrons pas 100 ans de progrès en IA au cours du prochain siècle, nous vivrons plutôt 20 000 ans de progrès au rythme actuel. » Donc, pour moi, cette question-là, ces 2 citations-là m'amènent à réfléchir à la question de la finalité de l'IA. Parce que c'est certain que l'art a toujours été influencé par la technologie. C'est certain, par exemple, que le théâtre a changé de forme et de contenu et de rythme, etc., quand on a inventé l'électricité, parce qu'on n'était plus condamné par la durée des cierges pour avoir la longueur des actes. Mais l'électricité, c'est un service public. L'IA n'est pas un service public. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant dans toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui de dire, d'un côté, les artistes ont besoin et vont utiliser l'IA pour la contester, pour la pousser plus loin, pour illustrer ses dérives, pour créer des choses. Mais la finalité de l'IA entre les mains d'un artiste, c'est une finalité artistique. Mais l'hécatombe qui se produit en ce moment, par exemple, dans le milieu de l'audiovisuel, ça n'a rien à voir avec une finalité artistique ou culturelle. C'est une finalité d'économie. Ce qu'on cherche à faire essentiellement, c'est de remplacer du travail créatif ou du travail d'interprète ou du travail technique par l'IA qui peut le faire à beaucoup moindre coût parce que les grands producteurs de Hollywood en premier répondaient aux enjeux économiques que leur avait créé Silicon Valley avec les plateformes numériques. Donc, quand on parle de IA, pour moi, je pense que c'est important parce que j'entends dire des gens, bon, il ne faut pas être défensif, hein, mais je pense que le secteur culturel va devoir être extrêmement défensif. Je pense que ça va être un vrai hécatombe si on ne fait rien, parce que les dangers de l'IA ne sont pas quand il y a une finalité artistique ou culturelle. Les dangers de l'IA sont quand la finalité est totalement commerciale, et ça nous ramène à tous les débats, que ce soit sur la diversité culturelle ou tous les autres débats, où finalement l'art et la culture sont menacés non pas par la technologie, mais ils sont menacés par une nouvelle phase d'hypercapitalisme qui vise à remplacer les êtres humains. Et c'est très facile de le faire dans le domaine de l'audiovisuel et dans le domaine des arts et de la culture en général. Donc, pour moi, oui, on est dans une situation à l'heure actuelle
où il y a une menace réelle à la souveraineté culturelle, puis il y a une menace réelle à la logique même de toutes les politiques culturelles et de tout ce qui a été mis en place comme système juridique depuis 300 ans pour protéger le droit d'auteur, etc. Tout ça est remis en question et prétendre le contraire, d'après moi, c'est extrêmement idéaliste. Je pense qu'il y a des batailles à mener. Et il va falloir des lois, mais il va falloir aussi de l'action collective, il va falloir de l'organisation, il va falloir des négociations très fortes. Et il va falloir comprendre aussi que si on ne considère pas au Québec ou au Canada les arts et la culture comme un service public, financé comme un service public, il n'y aura pas d'avenir. Kelly, je me tourne vers vous parce que votre expertise au niveau des organes fédéraux, vous avez été chef de cabinet, vous êtes conseillère. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que cette réalité-là, elle existe aussi au Canada ou est-ce qu'elle est uniquement au Québec? Est-ce que la menace de la souveraineté culturelle, de la perte de la souveraineté culturelle est aussi fédérale, est aussi canadienne? Mais oui, donc je commençais par dire merci pour l'invitation d'être ici. Moi, je suis Kelly, je suis anglophone. Ça, c'est l'étage. Mais c'est difficile de suivre Simon dans la meilleure situation, mais pour moi, c'est assez difficile aujourd'hui avec l'éloquence avec laquelle il parle de la finalité. Donc, je crois que la menace et la finalité, c'est le changement qui se passe maintenant qui va avoir un impact sur le futur des arts et de la culture ici au Canada et à l'échelle internationale. C'est absolument le moment déterminant, d'une certaine façon, pour nous d'agir ensemble. Et pour moi, c'est important d'être ici dans la salle parce que je suis obsédée par la recette québécoise. Et je crois que le reste du pays peut apprendre de notre approche ici au Québec. Et le Canada pourrait apprendre de nous, dans le secteur des arts et de la culture, de comment changer la narrative politique. Parce que maintenant, c'est une narrative pour les buts économiques et innovation qui excluent les objectifs culturels, les objectifs sociaux et aussi les objectifs écologiques, je dirais. Il faut changer la narrative à une autre chose qui est plus l'IA pour les biens publics. Et pour moi, la question posée, c'est dans une ère de l'IA, avec la technologie qui s'avance à un pas comme aujourd'hui, où se trouve votre humanité? Où se trouve votre identité? Et la réponse, c'est dans notre souveraineté culturelle, dans les arts de la culture. Et c'est important aussi, je crois, d'ajouter une autre dimension à la définition de souveraineté culturelle. Et c'est au Canada, c'est le Québec et l'identité francophone, c'est l'identité du reste du Canada et c'est aussi les communautés autochtones. Et dans les communautés autochtones, il y a une autre vision de ce que ça veut dire, la souveraineté culturelle et la souveraineté narrative. Et il faut être conscient de ça ici au Canada aussi. OK. Bravo, oui, merci beaucoup, Kelly. Cette question-là n'était pas prévue, puis elle est peut-être un petit peu risquée, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. OK? On avait préparé, mais répondez pas si vous n'êtes pas à l'aise de répondre. Mais on a quand même un ministre maintenant de l'intelligence artificielle, ce qui a été un peu une surprise. Là, en vous écoutant, Kelly, est-ce que ce ministre-là va servir notre cause potentiellement, ou est-ce qu'il va avoir une vision plus développement, innovation, technologie, économique de l'intelligence artificielle? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Kelly, Simon, Destiny? Je ne sais pas ce que le ministre sur l'intelligence artificielle va faire, mais une chose qui est claire pour moi, c'est que c'est intéressant à l'heure actuelle qu'au niveau canadien, c'est beaucoup effectivement un enjeu économique. C'est les ministres de l'Industrie, tout ça, qui en discutent. Au niveau du Québec, économique, culturel, mais dans la discussion, par exemple, au Québec, il manque quelque chose d'extrêmement important, à peu près un des très rares domaines où le Québec a totalement compétence selon notre Constitution, c'est l'éducation. Or,
oui, on interdit le téléphone aux enfants maintenant, puis on leur dit de vous voyer les gens, mais moi, je pense qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants pour l'avenir de la souveraineté culturelle du Québec, et ça joue notamment à l'école, parce que tout ce qu'on a discuté sur les enjeux de véracité, d'authenticité, de respect de droits d'auteur, de la création humaine, de la différence entre copier, ratisser large les données ou vraiment avoir une vraie création, encore une fois, avec une impulsion et une finalité, tout ça, ça doit être enseigné de toute urgence. Et dans le débat sur l'intelligence artificielle, le grand absent des discussions au Québec à l'heure actuelle, c'est le ministère de l'Éducation. Et c'est pas étonnant parce que c'est à peu près toujours la façon dont on essaie de régler les grands enjeux de souveraineté culturelle en voyant ça comme étant des enjeux d'un ministère de la Culture. C'est très bien, ça prend un ministère de la Culture, mais c'est des enjeux de société et c'est des enjeux de société qui se jouent toujours à l'école. Donc, pour moi, oui, on peut avoir des ministres de l'intelligence artificielle, des ministres de l'économie, tout ça, mais je pense que la question de l'éducation devrait occuper une place beaucoup plus centrale présentement face à ce qui s'en vient. J'aimerais qu'on regarde ensemble les solutions qui peuvent exister d'un point de vue politique. Donc là, on vient de parler, on vient d'entendre Simon avec un exemple précis. Partons de l'international pour revenir progressivement au local. Destiny, dans le manifeste qu'on a publié, mais aussi dans le discours du ministre Lacombe tout à l'heure, on a parlé de ce qui arrive là à l'UNESCO, donc la conférence des parties, qui a lieu dans quelques jours. Vous êtes partie intégrante, Destiny, de ces travaux-là depuis le début. Vous êtes co-titulaire de la chaire de recherche. Vous avez fait toutes les étapes de travail qui pouvaient exister sur cette question-là. Pouvez-vous nous résumer ici pourquoi c'est important, cette question-là? Pourquoi dans 10 jours, il y a une fenêtre qui est ouverte et que si le Canada ne joue pas le jeu, cette fenêtre-là, elle pourrait se refermer pour plusieurs années? Nous sommes effectivement à un tournant de l'histoire. Et je n'exagérerai pas du tout en disant que les yeux sont tournés aussi un peu vers le Québec et le Canada, qui ont toujours été des leaders sur cette question de la promotion et de la protection de la diversité des expressions culturelles, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international, dans la francophonie et partout ailleurs, notamment dans des cadres multilatéraux comme l'UNESCO. Je dis que nous sommes dans un tournant de l'histoire parce que, vous savez, cette convention sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles va avoir 20 ans. Au moment où elle était adoptée, on n'avait pas encore les GAFAM de ce monde. Et aujourd'hui, quand on voit justement tous les discours politiques, en dehors peut-être de ceux de notre ministre Lacombe de la Culture, mais si je fais par exemple référence à la posture et au discours tenu par exemple de l'autre côté de l'Atlantique par le président Macron, j'étais à ce sommet sur l'intelligence artificielle, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle en février dernier, et où M. Macron disait il faut que nous avancions, nous devions avancer très vite, et pour ce faire, on va simplifier toutes les procédures, dérégulation, innovation, on va appliquer une méthode à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, puis c'est 109 milliards d'euros d'investissement dans des data centers, etc. Puis notre culture, notre langue, dans tout ça, l'éthique, etc., ça passait un peu à la trappe. Alors, il y a un vent favorable actuellement à la dérégulation, ne nous y trompons pas. Les géants de la Silicon Valley qui sont devenus des prophètes du nouvel évangile néolibéral qui prône à tout va la sublimation de l'art, alors que nous sommes dans une désublimation de l'art, nous sommes dans une dévalorisation de la création humaine, nous sommes dans un contexte où des acquis de longue date et des sacrifices qui ont été consentis pendant de longues années par des acteurs qui font la culture et qui créent sont en train d'être défaits par des règles, et des règles qui sont faites et qui sont imposées aujourd'hui par ces géants-là. Des règles qui contournent nos propres règles nationales, mais des règles aussi qui justement se heurtent à des principes qui nous sont très chers, comme la diversité culturelle et linguistique. Et à l'UNESCO, nous prônons justement l'idée d'avoir un protocole qui élargirait les obligations de cette convention-là,
ça pourrait prendre vraiment la forme de... c'est un traité international, mais qui ne se dissocie pas de la Convention. Mais l'idée ici est justement de réaffirmer certains principes forts, des principes liés à la transparence, au respect de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur, à la découvrabilité. On voit justement que nos États, ils vont un peu à reculons. De toute façon, c'est ce qui est ressorti des premiers échanges qu'il y a eu en février dernier lors du comité intergouvernemental. Et donc, on espère que dans 10 jours, les alliances et les tractations qui ont eu lieu, y compris la conférence des ministres de la culture de la francophonie il y a quelques jours à Québec, vont peut-être faire bouger des lignes par rapport à un plaidoyer commun et à la nécessité de se tenir debout pour défendre nos cultures. On a entendu le ministre Lacombe, donc il sera là présent, il va y aller, mais il dit aussi que le Québec fait partie de la délégation du Canada, donc c'est pas lui qui a un droit de vote, si tant est que. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi le Canada, qui a toujours fait preuve de leadership dans ce dossier-là, qu'est-ce qui coince aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on peut faire là dans les 10 prochains jours? Deux choses. Un, quand le Canada a joué, deux choses importantes à rappeler, quand le Canada a joué un rôle important et le Québec sur la question de la coalition, il faut quand même dire, puis à l'époque, j'étais partie de ces mouvements-là avec plein de monde qui sont dans cette salle, il y avait une pression incroyable de la société civile et du milieu culturel pour cette convention-là. Cette pression-là, à l'heure actuelle, sur les gouvernements et sur le gouvernement fédéral, n'est pas ressentie de la même façon qu'elle l'était. Donc, il y a des... puis on sait, des instances comme l'UNESCO, c'est des instances où il y a constamment des négociations, des compromissions entre les États qui cherchent à trouver quelque chose. Et ces instances-là agissent dans une certaine lenteur, il faut le voir, alors que le développement de l'IA comme industrie va à une vitesse phénoménale. Et on est dans un moment aussi qui est extrêmement difficile parce qu'on est dans un phénomène plus complexe que celui de l'impérialisme culturel. L'impérialisme culturel, c'était les Américains qui, après la guerre, ont imposé leur culture à travers le monde, notamment dans les négociations après la guerre de réparation et de reconstruction. Mais ce qui se passe avec l'IA, c'est pas d'imposer la culture américaine, c'est d'aspirer toutes les cultures du monde pour en faire une qui serait créée par des gens qui ne sont plus des êtres humains. Donc, le vrai enjeu, c'est la place de l'être humain dans l'avenir de la civilisation. Donc, on est à un niveau de sophistication du capitalisme qui est extrêmement important. Puis Destiny a raison, l'argument qu'on entend partout, même au Canada, je m'excuse, mais à l'heure actuelle, sur des enjeux de développement des programmes énergétiques, c'est l'abolition le plus possible des règles. C'est de faciliter, d'activer, et c'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que dans l'état actuel des choses, la plupart des États n'ont pas tellement d'autre choix que d'avoir une position plutôt défensive en ce qui concerne leurs acquis culturels. Oui, une position offensive pour développer l'IA, pour régler plein d'autres problèmes dans le monde, mais au niveau culturel, on doit avoir une position solide, défensive et solidaire à l'échelle internationale. Kelly, si cette fenêtre à l'UNESCO se referme, c'est-à-dire si le 20 juin, on n'a pas une bonne nouvelle, est-ce qu'il y a d'autres avenues internationales qui peuvent être étudiées? Est-ce que du côté de l'Office du commerce, est-ce qu'il y a d'autres avenues qui peuvent être utilisées? Peut-être, mais je crois qu'il faut faire le travail ici au Canada avant ça, parce qu'au Québec, la discussion est très avancée autour de ces conventions et l'impact de conventions. C'est pas aussi avancé dans le reste du Canada, c'est sûr. Simon, tu le connais très bien. La difficulté à avoir les conversations avec le reste du Canada de l'importance de cette convention et comment ça fonctionne pour protéger les intérêts du Canada à l'échelle internationale. Donc, il y a des devoirs à faire ici autour de la collaboration entre le Québec et le reste du Canada et les communautés autochtones, autour des questions de formation, comme Simon a dit. C'est crucial en ce moment d'avoir une conversation beaucoup plus profonde pour le secteur et pour le système d'éducation en tout, et d'avoir la conversation avec les décideurs à Ottawa qui n'ont pas vraiment la connaissance de quelqu'un comme Destiny ou Simon. C'est une éducation qui est nécessaire aussi. Mais cette différence, alors dans la prise de conscience, j'ose une tentative d'explication. Est-ce que c'est lié aux Français? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que nous, on se sent plus
encore plus menacé que le reste du Canada qu'on va avoir cette longueur d'avance? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on a fait notre devoir et pas les autres? Ben moi, je dirais qu'il y a deux raisons. Oui, l'IA apprend et moissonne beaucoup en anglais. Donc, c'est clair que on retrouve, puis on peut le voir, là, quand on fait des tests, on voit très bien que ce qui ressort comme image, les premières propositions, puis tout ça viennent de ce qui existe en langue anglaise plus qu'en langue française. Mais je dirais que la deuxième raison de ça, c'est qu'il y a une tradition de politique culturelle au Québec qui n'existe pas au Canada. Même, je veux dire, dans le reste du Canada, puis je l'ai quand même pratiqué, ça, pas mal, les gens ne comprennent pas pourquoi le Québec voulait tellement être membre de l'UNESCO. L'UNESCO, dans le reste du pays, ce n'est pas une grande discussion, là. Donc, cette situation de politique culturelle, cette conviction que les politiques culturelles sont importantes, c'est vraiment quelque chose de très fort au Québec, moins fort. Et évidemment, le rapport entre l'identité et les politiques culturelles, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Donc, oui, il y a une différence de mobilisation à l'heure actuelle, mais cela dit, je pense que c'est quand même important de ne pas s'illusionner, peu importe qu'on soit plus mobilisé ou moins mobilisé. Le secteur culturel au Canada va passer vraiment un mauvais moment dans les prochaines années. Puis c'est une des raisons pour moi qui fait que, oui, il faut se battre encore plus pour le financement public, mais il faut aussi s'assurer que le filet de protection de sécurité sociale soit plus fort dans le milieu culturel qu'il l'est maintenant, parce qu'on est un des secteurs qui va être impacté très rapidement et un des secteurs les moins protégés face à ce genre de menaces-là. Donc, pour moi, c'est des combats qui, à l'heure actuelle, doivent culminer, doivent se rencontrer. Sinon, on a beau parler, puis, etc., il va vraiment y avoir un effondrement. Ça, je veux rassurer tout le monde pour dire que les associations d'artistes présentes aujourd'hui travaillent avec toi. Absolument, oui, sur la question du filet social, puis oui. on va faire des avancées. C'est des batailles même dans le reste du pays, là. Mais je veux te dire, au moins là-dessus, on a une prise, puis on y travaille fort. Donc, Kelly, est-ce que tu partages cette analyse? J'ai beaucoup à dire sur la réalité du reste du Canada. Premièrement, c'est la diversité du reste du Canada. C'est vraiment différent qu'au Québec, c'est évident. Mais moi, je suis anglophone, mais je suis la première génération née au Canada, la première génération de parler anglais comme langue natale dans ma famille. Donc, c'est avec les instruments comme l'UNESCO, qui représentent beaucoup de pays autour du monde, il y a souvent il y a une réflexion ou une relation entre le pays natal qui est plus important pour les Canadiens du reste du Canada que le Canada soi-même. Donc, il y a une nuance là-dedans. Et le marché anglais, ce n'est pas vraiment un marché anglais, c'est un marché divers. Oui, et les pratiques sont aussi diverses. Donc, et ça continue à grandir pour le reste du Canada. Donc, c'est un enjeu pour nous. Mais peut-être qu'on peut espérer qu'avec les événements des derniers mois, il y a quand même eu comme quelque chose, il y a eu un rapprochement, donc ces diversités ont quand même trouvé des points pour se rapprocher. Parce qu'on n'est pas les États-Unis. C'est ça, mais c'est pour ça que je me demande, est-ce que finalement, c'est pas tout simplement ça la raison, Destiny, qui fait que c'est si dur à l'UNESCO, c'est que personne ne veut se fâcher avec les États-Unis une fois de plus? Oui, c'est un peu ça, il y a un peu ça. On a peur que les États-Unis se retirent de l'UNESCO, retirent le financement, notamment une bonne partie du financement au niveau de l'UNESCO, entre autres. Mais je dirais qu'aussi qu'au-delà, l'enjeu de souveraineté culturelle tel que nous la vivons d'ici comme un enjeu véritablement existentiel n'est peut-être pas perçu effectivement de la même manière ailleurs. Et dès qu'on commence à utiliser dans nos discours et dans la pédagogie le fait qu'on est en train d'assister à une uniformisation, une tendance à l'uniformisation culturelle et linguistique dans l'environnement numérique. Là, il y a d'autres aires géolinguistiques, les hispanophones, les arabophones, les lusophones, qui aussi se retrouvent en fait finalement dans ce débat-là. Et donc, ça prend des alliances, ça prend de la concertation, ça prend de la solidarité, parce qu'on a beau peut-être avoir des lois ou des cadres réglementaires nationaux, on n'arrivera pas tout seul avec nos lois et nos mesures nationales à faire face à ces géants qui ont des services de diffusion, de distribution transnationale et qui aussi justement doivent pouvoir se soumettre à des règles dans l'environnement multilatéral. Donc c'est important ce travail-là qui est mené à l'échelle plus internationale en partant bien évidemment de ce qu'on fait ici. Et je terminerai peut-être moi en disant aussi que quelque part, il ne faudrait pas oublier le levier technologique lui-même.
les acteurs des technologies, les acteurs de l'IA, les acteurs de l'industrie doivent faire partie de la solution. On sait maintenant que l'autorégulation, là, avec les vertus du marché, ça n'a jamais fonctionné. En revanche, de pouvoir, on parlait d'éducation ici, donc de nos citoyens, etc., mais il faudra aussi éduquer les algorithmes, apprendre à apprendre aux algorithmes, à intégrer des critères liés à nos spécificités culturelles et linguistiques, de sorte justement à nous laisser de la place, à faire en sorte qu'on subisse moins de discrimination et de biais en lien avec justement les algorithmes qui sont conçus et qui, pour le moment, nous marginalisent dans cet environnement-là. Écoutez, il reste 30 secondes, là on va aller dans les questions du public. Évidemment, je vais tout imprimer en caractère 22 parce que je ne vois plus de près. Mais là, j'ai une toute petite tablette dès que je vais devoir mettre mes lunettes, si vous voulez bien, pour pouvoir lire les questions. Beaucoup de questions qui sont arrivées. J'en ai une de Marie-France Laval. L'Europe s'est dotée d'un cadre réglementaire pour protéger les citoyens au niveau des plateformes numériques. Est-ce que le Québec et le Canada vont enfin emboîter le pas, même si on est collé aux États-Unis? C'est un peu un écho à la question qu'on se posait avant. Qui peut répondre à ça, Kelly? Est-ce que, Mais au niveau fédéral, on a déjà commencé avec quelques lois, donc C11 et C18, donc avec les redevances qui sont les ententes pour les géantes numériques. Ceci dit, il y avait un seul paiement jusqu'à maintenant, et ça, c'est ça de Google pour le média. Mais il n'y avait pas de sous qui étaient redévancés par les géants du web pour le Online Streaming Act, qui est le C11. Donc, il y a du travail à faire, c'est sûr. Et la réglementation est toujours en cours. Donc, il n'y a pas assez qui a été fait jusqu'à maintenant. Oui, puis la contribution additionnelle qui avait été demandée, elle est challengée devant les tribunaux. Exact. On devrait avoir une réponse cet été. Voilà. Quelqu'un veut réagir sur cette question ou sinon, j'irai quand même. Il y en a une alors, elle n'est pas signée, donc elle est anonyme, mais tellement intéressante. Puis je suis sûr que Simon va vouloir répondre. Pourquoi les conseils des arts? Mais on pourrait. Ça commence bien. Oui, ça commence bien, hein, c'était bien ciblé. Mais on pourrait sans doute l'élargir aux entreprises, même la SODEC, etc., les financements. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement on insiste tellement sur le développement des contenus numériques si au final ça s'avère si négatif, si c'est si peu respectueux des droits des créateurs? Tu sais, on en voit partout des programmes, il y a de l'argent là pour les contenus numériques, en veux-tu, en voilà, mais là on est en train de se dire que ça ne se fait pas toujours de manière respectueuse. C'est quoi le jeu qu'on est en train de jouer là? Mais encore là, pour moi, la question, c'est la finalité. C'est-à-dire que pour moi, je crois en l'IA qui est contrôlée par les artistes. Je crois que le secteur culturel a besoin de l'IA pour faire plusieurs tâches. Je crois même, comme ça existe en droit et dans plein d'autres domaines, qu'on a besoin de développer des intelligences artificielles qui servent les artistes et qui servent le milieu culturel, mais il faut quand même faire attention à la différence entre le numérique et l'IA, comme si c'était une abstraction. Quand on parle de l'IA en général et des menaces que ça pose sur la culture, on ne parle pas de technologie, on parle d'entités qui sont possédées par quelques personnes dans le monde qui sont en train d'imposer quelque chose. Donc, moi, je pense que, oui, les conseils des arts ont raison de pousser l'éducation au numérique, ont raison de pousser, mais en même temps, je pense qu'il faut absolument réaliser que... Puis je vais donner un exemple. Tantôt, on parlait dans le panel précédent du fait qu'il faudrait un système de compensation. Par exemple, au Canada, à l'heure actuelle, il existe un système de compensation pour tous les livres qui sont publiés qui sont dans les bibliothèques publiques. Ça s'appelle la Commission du droit de prêt public, qui distribue à chaque année 20 millions de dollars aux gens dont les livres sont répertoriés dans les bibliothèques. Moi, je pense que la même chose pourrait exister pour l'IA. Je veux dire, on ne peut pas s'opposer individuellement au pillage de nos œuvres par l'intelligence artificielle, mais on peut constater l'étendue des dommages, puis on peut mettre en place un système de compensation pour une utilisation de toutes ces choses qui ne sont pas consenties de la même façon qu'on le fait pour les livres en bibliothèque, parce qu'un livre qui est en bibliothèque publique n'est pas vendu. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais il y a vraiment un ajustement important. Ce n'est pas simplement à l'heure actuelle d'avoir plus d'offres numériques, mais c'est de trouver une façon pour compenser le pillage qui se fait à l'heure actuelle. Puis ça, on n'est pas très avancé pour le moment. Merci. Destiny. Oui, juste en complément, je dirais que
il faut vraiment un cadre. Il faut un cadre de régulation. Quand on parle de réguler, c'est simplement de s'assurer du bon fonctionnement d'un ensemble de mécanismes. Et ça passe par des codes de bonne conduite à tenir par ces acteurs-là qui sont indexés aujourd'hui et qui doivent aussi faire partie de la solution. Parce que oui, il faut des lois de manière ferme, mais il faudrait aussi pouvoir, dans la manière d'aborder la chose, trouver des incitatifs pour les mettre à contribution et le dire... Ben, vous pouvez, à travers le développement de vos technologies, de manière responsable, éthique, justement, faire valoir les vertus de ces technologies au service de nos créations, de nos créateurs d'ici. Et donc, les gens ont tendance à vouloir opposer, on l'a entendu beaucoup dans les discours, régulation versus innovation, parce que la régulation freinerait l'innovation, mais c'est un peu absurde de penser ainsi. Au contraire, la régulation ne ferait justement que donner l'orientation et le cadre dans lequel la technologie se développerait pour être plus vertueuse justement par rapport à et plus cohérente par rapport à nos choix de société. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait vraiment aller dans ce sens et que les États et les gouvernements qui sont encore frileux ou réticents doivent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour l'avenir de nos sociétés. Et quand on parle d'avenir de nos sociétés, on parle surtout de la vitalité de nos cultures, de nos langues et de notre art, là aussi. Kelly? C'est juste sur le point de Simon concernant le numérique. Il faut avoir une distinction entre le droit d'auteur et les réglementations et les services, les programmes qui soutiennent les propriétés intellectuelles au niveau fédéral. Donc, il y a toute une boîte d'outils, toolbox d'intervention qui existe au niveau fédéral et on manque une vue systémique de comment les outils fédéraux peuvent faire en sorte que les acteurs culturels puissent tirer la valeur maximale de sa propriété intellectuelle. Donc, ça fait partie de la discussion autour du numérique et comment est-ce qu'on pourrait, dans ce moment, avoir une conversation qui est plus holistique. Droit d'auteur, c'est important, c'est incontournable, mais il y a d'autres opportunités pour avoir une autre vision plus large sur la propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui se regroupent. Je me permets d'en faire une seule avec ça, autour des centres de données. Donc là, on reviendrait plutôt sur la souveraineté numérique. Est-ce que vous savez s'il y a déjà des projets, que ce soit à l'échelle du Québec ou à l'échelle du Canada, qui existent pour développer des centres de données qui se comporteraient comme du monde et sinon, est-ce que c'est crédible de croire à ça ou est-ce qu'au final... c'est un projet perdu d'avance. Kelly? Valentine a parlé de Serpentine, donc c'était un projet au Royaume-Uni, mais il y a un partenaire ici à Vancouver. Et il s'agit de 221A, c'est l'organisation qui travaille dans le domaine d'infrastructures culturelles physiques, mais aussi dans l'infrastructure culturelle numérique. Et donc, il commence à construire des prototypes pour la gestion de données publiques par les institutions culturelles et autres qui pourraient être les trusted intermediaries dans la gestion de données. Et c'est un système décentralisé où les différents membres maintiennent le contrôle sur les données et l'usage de contenu. Donc, c'est très prometteur, à mon avis, et c'est un exemple. Et les autres, je suis certaine que les autres existent aussi. Et cet exemple-là, on pourrait imaginer qu'il se développe, c'est crédible de l'imaginer? Oui, je crois, oui. Okay. Il y a une conversation à Vancouver qui est très, très intéressante parce que le technocréatif, l'industrie technocréative est vraiment basée à Vancouver et en environ. Donc, il y a une intelligence qui existe là entre le secteur des arts et culture et la technologie qui est un très intéressant exemple. Merci beaucoup, Destiny. Oui, simplement pour rajouter que c'est nécessaire, plus que jamais, de localiser nos infrastructures de données culturelles. C'est une condition sine qua non si on veut reconquérir un peu notre souveraineté numérique, parce que
les menaces par rapport au 51e État nous ont fait réveiller tout d'un coup pour voir à quel point on était dépendant technologiquement de nos voisins du Sud. Et des initiatives comme effectivement le fait de devoir construire des centres de données plus au niveau local, mais j'irai même plus loin, développer même aussi des plateformes alternatives qui nous permettent d'avoir un certain contrôle sur les données d'usage, les données de consommation culturelle. Tout ça, ça fait partie de l'arsenal auquel penser pour viser une forme de souveraineté numérique notamment. Ben, moi, je suis absolument d'accord qu'il faut le faire. En même temps, je suis réaliste, c'est-à-dire que quand on regarde la situation des infrastructures culturelles au Québec et dans le reste du pays, ça fait dur. On est dans des moratoires à peu près partout. Donc, on a des grandes difficultés à le faire. Moi, je pense ce qu'il faut réussir à faire, c'est s'assurer que le Canada, dans une volonté, le Québec, dans une volonté de souveraineté nationale, qu'on impose un volet culturel là-dedans. Mais il faut comprendre que les capacités de calcul de ces infrastructures-là sont extrêmement dispendieuses. Et nos infrastructures, nos théâtres, etc., nos musées, il n'y a pas une journée où on ne voit pas à quel point ils sont en danger à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Je pense que dans les batailles qu'on va mener dans les prochaines années, la première de toutes les batailles va être d'essayer de protéger les individus, ensuite les organisations et les infrastructures. Mais je suis d'accord que ça prend tout ça. Dans les 4 minutes qui restent, je vais essayer de vous donner la parole à chacun, puis j'ai des questions qui sont ciblées. Il y en a une pour Kelly, qui vient de Valentine Godard. Vous verrez que Valentine a de la suite dans les idées, puisqu'elle fait référence au fiducie de données. Puis elle dit, Kelly, tu as récemment présenté un rapport à ce sujet. Qu'en est-il des solutions type fiducie de données et licences? Est-ce que tu peux nous dire, toi, ton analyse là-dessus? On a 4 minutes. Les licences collectives et tout ça? Oui. Ouais, je crois qu'il y a une opportunité de travailler plus avec les agences collectives qui sont les gens qui ont une expertise déjà de comment gérer pour la valeur maximale pour les créateurs et les autres. Donc, je crois que pour les industries culturelles, c'est différent dans chacun. Donc, la musique, c'est un peu plus avancé que les autres. Donc, c'est vraiment une opportunité de commencer avec ça parce que les collectivités, les labels, les artistes sont ouverts à essayer des choses un peu différentes, mais l'infrastructure existe en musique à cause du fait que c'était la première industrie qui a été affectée de certaines façons très importantes dans l'ère numérique. Donc, je crois qu'il y a des pistes à suivre qui existent maintenant, mais je ne sais pas si ça répond à la question. C'est une question de Valentine. Vous pourrez en parler pendant 5 à 7. Mais en tout cas, moi, je trouve la réponse éclairante sur une des pistes possibles avec les licences collectives. Merci beaucoup. Destiny, et des questions par rapport au rendez-vous du 18 au 20 juin à Paris. Puis il y a une question cash, là, je vais la poser. Est-ce qu'il y a une chance que ça marche? Et donc, on aimerait, je pense que la salle a envie d'avoir, soit d'être rassurée, soit d'être traumatisée en sortant. Mais quel est votre avis, vous qui avez participé à tous les travaux? Puis si ça ne marche pas là, ça va être un coup dur, mais c'est quoi la prochaine étape pour vous, Destiny, puis pour votre groupe de recherche? Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts de tractation, y compris des concertations entre le Québec et le Canada, pour justement s'aligner sur une position commune. Il y a les enjeux autour de la consultation des autres provinces, etc. Je ne sais pas à quel point non plus les autres États et gouvernements sont mobilisés sur la question à l'heure où on se parle là. Mais vous savez, dans ces enceintes-là, ça peut se jouer jusqu'à la dernière minute, là. Donc, on a des diplomates chevronnés, des négociateurs qui, justement, on espère, pourront pousser le curseur le plus loin que possible en tirant sur la sonnette d'alarme. Des fois, c'est important d'être alarmiste un peu pour prendre quand même l'ampleur de ce qui est en jeu. Cela dit, si ça ne se passe pas là, à cette occasion, oui, ça pourrait être une occasion manquée, mais ce n'est pas la fin, on va pas s'arrêter là. On a d'autres moyens, d'autres leviers de mobilisation, comme le manifeste qu'on a aujourd'hui pour rappeler à quel point l'art est humain, de rappeler certains principes fondamentaux, de faire circuler, faire vivre ce genre de manifeste, pour montrer aussi que la société civile demeure mobilisée, les syndicats, les acteurs culturels ne vont pas se laisser faire, ils résistent en fait. Il faut résister face à la vague qui s'en vient. Et donc moi, je reste quand même optimiste sur le fait qu'on pourra
utiliser non pas l'intelligence artificielle, mais notre intelligence humaine collective pour quand même trouver des solutions, disons, qui peuvent être implémentées déjà aussi à court, moyen terme. Parce que le protocole, ce qu'on ne vous a peut-être pas dit, c'est que si il était, finalement, cette idée était adoptée, ça prendrait quand même encore 3-4 ans avant de pouvoir Effectivement, ça, on nous l'avait la pas rendre dit. opérationnelle. D'ici là, on ne sait pas où est-ce qu'on serait rendu avec les développements de l'IA. Donc, C'est vrai. l'essentiel, c'est de ne pas rester inactif et d'être toujours en mode solution. Merci Destiny, on met beaucoup d'espoir dans votre groupe et on sait que vous allez défendre ça avec toute la passion qui vous anime, vous, Véronique Guévremont, puis tous les gens qui font partie du comité. Simon, j'ai une dernière question, vous allez avoir le mot de la fin. Je vous ai déjà entendu parler de développer une culture de la culture. Est-ce que ce serait un moyen de garantir notre souveraineté culturelle que de développer une culture de la culture? Moi, je pense que oui. Je pense que la culture, ça existe vraiment à travers la citoyenneté. Je pense que quand on parle de souveraineté culturelle, de souveraineté numérique, ça ne peut pas exister en dehors des citoyens. Et comment est-ce qu'on mobilise les citoyens? C'est par l'éducation, par la conscientisation. Il faut leur parler. On est encore capable de le faire ici. On est dans une société où on n'est pas si polarisé que ça. On continue de se parler. Et je pense que le manifeste qui a été écrit, puis je veux féliciter les auteurs parce que c'est écrit dans une langue qui est simple, c'est facile à comprendre, c'est pas technique et ça ramène vraiment à l'essentiel de ce qu'on est. L'art, c'est quelque chose que seul l'être humain peut vraiment créer. Donc, je pense que, moi, je crois à ça. Je pense que si on développe une culture de la culture, on a beaucoup moins de chances que le ciel nous tombe sur la tête, comme dirait... Il y a quelqu'un qui nous dit, ce sera Les la Gaulois. conclusion, qu'ils sont prêts à sortir avec vous dans la rue, commencer à manifester. Donc c'est quand vous voulez, tous les trois, mesdames, messieurs, Kelly Wilhelm, Destiny Chewali et monsieur Simon Brault. Merci à toutes et tous. Merci énormément. J'aime bien ça. On termine sur une note assez positive. Merci beaucoup. Évidemment, je vous rappelle qu'on vous invite à aller signer ce manifeste. Et c'est donc sur cette dernière période de questions que se termine notre symposium. Merci à vous de votre présence, de votre écoute, de votre participation, de vos nombreuses questions. Vraiment, on vous a senti engagé, ça vous tient assurément à cœur. Je vous rappelle que si vous désirez revoir ce contenu ou s'il y a d'autres gens qui pourraient être intéressés à le voir, on va vous envoyer donc la captation vidéo. Celle-ci, encore une fois, est rendue possible grâce à la contribution financière de la Caisse de la culture Desjardins. Et donc, ce lien courriel vous sera envoyé dans les prochains jours. Encore une fois, je remercie également le gouvernement du Québec qui, grâce à son soutien financier, a permis la réalisation de cet événement. Merci infiniment à l'Actis 514 YATSE, l'ARQ, GRC Québec, la GMMQ, la Sartec et l'UDA qui ont eu l'idée de s'associer et de nous permettre de vivre cet après-midi très enrichissant. Là, vous êtes déjà tous debout en train de partir. C'est parce que le cocktail, effectivement, mesdames et messieurs, commence à l'instant. Ça va être au foyer au 3e étage. Les musiciens Jean-Philippe Bouffard et Sylvain Lamotte vous attendent. Mon nom est Catherine Rollet. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne fin de journée.